Salam alaikum, Azzoul, bonsoir. Le pire du pire, si je peux dire, est que ce régime ne sait même plus lui-même qui il est, ni de qui il est composé, qui le commande, qui le contrôle, comment il est devenu polycéphale, comment stopper sa fringale anthropophage, où trouver l'argent sans lequel il ne sait ni ne peut rien faire. Il ne sait plus. Puisqu'en fait, il a perdu ce autour de quoi il s'agglomérait, d'où il tirait sa logique, sa force et l'énergie mauvaise qui le fonde. Il n'est plus qu'un conglomérat composite de forces aléatoires qui changent tout le temps et qui naviguent à vue. Au petit bonheur la chance, avec la vague conscience qu'il joue son va-tout et un Colin Maillard au bord d'un vertigineux précipice. Fini le temps des cuisines savantes, c'est désormais à la fortune du pot. Fini le temps béni des grands cardinaux et leurs compositions élaborées, c'est désormais le bidouillage et la contrejota. C'est cela désormais, le régime qui dirige le pays, ou plutôt qui le mène droit à l'imparable mur. Des meutes hétéroclites, faites de caciques grabataires et de débarqués du dernier wagon, qui pataugent dans le marigot, dont les composantes sont des martingales qui changent tout le temps, dont la force est déclinante, dont les grands fauves passent de meute en meute, de clan en clan, comme des resquilleurs le feraient de wagon en wagon, dans un train qui file à toute allure, emporté par son propre élan, et dont le conducteur improvisé n'a plus de frein ni de visibilité. Nous en sommes là. Nous en sommes là. Un régime qui n'a plus les moyens de ses méthodes, qui ne sait pas faire de l'argent et qui ne sait rien faire sans argent, qui s'est retrouvé au milieu d'une terrifiante tornade en pleine nuit et qui tâtonne dans le brouillard le plus épais. Il croit que la seule alternative qui lui reste est de gagner du temps, alors qu'il ne fait qu'en perdre, un temps précieux, pendant qu'il se rapproche dangereusement de la redoutable butée. Il n'est plus que dans cette fuite éperdue en avant, à écouter le sinistre compte à rebours, la minuterie inexorable, tic-tac, 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 pendant que le train fou s'enfonce dans le noir. Quelques résidus d'un système qui fut stratège, qui fut tentaculaire, s'agitent dans tous les sens. Ils ne sont plus que dans la harangue stérile, à manipuler tous les leviers en même temps, en vain. Ils tentent de rameuter leur relais et de replâtrer leur rempart qui s'écroule et se disloque. Ils tentent de ragaillardir le moral des troupes parce qu'ils savent que tout est là, que s'ils perdent la confiance de leurs habituels alliés naturels, qu'ils tenaient par le ciment de la force brutale, de la corruption et de la subversion permanente, alors ils n'auraient plus le moindre petit contrôle sur les événements. Alors ce serait la faim, leur faim, qui les terrorise, qui les empêche de dormir. Mais ils savent aussi, au fond d'eux-mêmes, que c'est peine perdue, que ce qui leur manque cruellement, ce satané nerf de la guerre, ces moyens faramineux qui leur ont permis d'enchaîner tout un peuple, de s'acheter la protection de puissances mondiales, ce moyen-là, ils ne le retrouveront plus jamais. Que la manne s'est irrémédiablement tarie, que les prix du baril ne remonteront plus jamais à ces pics miraculeux
que les réserves qui leur permettent d'acheter une fragile paix sociale désormais sont en train de fondre et que rien au monde ne pourra les sauver. Rien au monde ne pourra les sauver. Et ce n'est certainement pas cet empressement obséquieux de leur valtaille politique qui continue à s'aplatir, à s'aplaventrir de tout son long qui va y changer quelque chose. Parce que ces gens-là ne pèsent que quand il n'y a pas de vent, que lorsque toutes les niches ont été désertées. Maintenant que tous les éléments sont déchaînés et que roulent les sombres menaces, les miaulements et les gloussements sont devenus inaudibles au milieu du roulement de tonnerre. Nous en sommes là. Nous en sommes tous là, dans une situation qui augure des aubes nouvelles, où tous les possibles auront table dressée. Le régime, qui menait le pays à sa guise, parce qu'il en avait les moyens, est désormais désarmé, qu'on peut l'être un navire de tous ses instruments de navigation. Et il n'y a rien de plus caractéristique de la situation que cette image du train fou qui file à toute allure dans la nuit, sans conducteur et sans aiguillage. Le choc est inéluctable. Il sera violent et ses effets effroyables. Et il n'y a plus qu'une seule solution, impérieuse et résolue, que les passagers du train entreprennent de prendre le contrôle de la locomotive, d'en arrêter la suicidaire et éperdue fuite en avant. Des passagers qui seront autant de citoyens, qui auront enfin compris qu'ils sont les maîtres de leur pays, que leur pays n'est pas la propriété de ceux qui se le sont accaparés et qui le mènent à une issue fatale. Des citoyens qui auront enfin compris que s'ils ne prennent pas ensemble le contrôle de leur destin, personne n'en sortira indemne. Personne. Parce qu'ils sont tous embarqués dans le même train fou. Parce que nous sommes tous embarqués dans le même train fou. C'est aussi simple que ça. تبدلش العقلية الحرارة هي تمشي في الدم الحرية حر للممات لو كان ما جابوا الحرية عمرها لا جات شم ريحة الأرض تفهم باللي بالدم نسقات جايبين الحرية ما بقاش قد اللي فات الشعب تعب طوال اللعب السوسة زايدة كلانا الهم وحب الماستر قرب لا فايدة في قلوبنا نايدة لا بريزون فايدة حرية منوطي والمحاكمة حامضة عدالة مغمضة حالتك يا بلادي مريضة مازالهم يضربوا فيا باش نبقى بعيدة ونعلي الراية البيضة ديتو انتوما علينا ياك الحرب الباردة شبيبة مرمدة لا مافيا مقبضة ضربوك بخوك والخاوة على بعضها حقدة لالا فيكتوريا العزيزة راكي طولتي بلاد الحومة قاع يسقسو مدامة بنتي لالا فيكتوريا العزيزة راكي طولتي بلاد الحومة قاع يسقسو مدامة بنتي يما راني من فيا ما نبدلش العقلية Algérie, langue de bois et bruit de bottes. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Hassan Hirish, analyste politique. Hassan, merci d'être avec nous.
Merci pour l'invitation. Merci. Et bonsoir à tous les invités et aux téléspectateurs. Merci. Je garde le masque pour dire à mes compatriotes que c'est particulièrement important. Et je ne l'avais même pas remarqué, vous imaginez. Voilà. Donc, Mais, je vais l'enlever bravo. à un moment ou à un autre parce qu'il y a la distance sociale. Absolument, absolument. Mais je suis bien armé. Merci. Il faut que tous les Algériens fassent Merci pour cette très belle pareil et même pédagogie. mieux que ça. Merci. Oui. Vous avez tout à fait raison. Houssine Jidel est avec nous. Houssine Jidel, anthropologue, analyste politique. Houssine, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci, les invités. Et alors, Boukhalifa Ben Mamar devait être avec nous, il n'a pas pu malheureusement. Donc, Chaban Kassi, mon jeune confrère, est ici avec nous. Merci Chaban d'être avec nous. Bonsoir Jamaldine, bonsoir aux invités, aux téléspectateurs. Merci. Alors, tout à l'heure, nous serons rejoints au téléphone par Adel Jabbar, observateur politique et militant Hirakis depuis le Canada. Zoubida Assoul, avocate présidente de l'UCP depuis Alger. Hassan Mouali, journaliste depuis Alger. Alors, Chaban Kassi, quoi de neuf? Quoi de neuf? Je vais proposer à Abdellah en régie, il n'a pas eu l'information, mais on est en direct, c'est pas grave, de nous diffuser cette une du Point en 2013. On est en mai, et vous allez voir que déjà la une du Point à l'époque parle du culte du secret. Quelques mois après son AVC, c'est le titre du Point, donc quotidien en France. Alors où est Abdelaziz Bouteflika? Qu'est-il arrivé au président algérien? Pourquoi ce silence? Pourquoi les Algériens et les Algériennes sont laissés à l'abandon, isolés de toute information pour un pays soi-disant démocratique? Alors le temps passe, malheureusement, Jamaldine, rien ne change. Vous le savez, c'est l'omerta, la loi du silence en Algérie imposée, infligée aux Algériens et aux Algériennes. Et malheureusement, un régime, un pouvoir qui avait annoncé un changement déjà depuis le 12 décembre dernier, qui parle d'une nouvelle Algérie encore dans la Constitution, fait appel aux mêmes méthodes. Où est Tebboune? Depuis maintenant plusieurs semaines, c'est la question que se posent les Algériens et les Algériennes, et puis aussi le monde entier. L'opacité qui prévaut dans la maladie d'Abdelaziz Bouteflika à l'époque n'est pas une nouveauté dans la politique algérienne. Le secret, le manque de transparence, la désinformation politique est aussi vieux donc, que l'Algérie indépendante déjà depuis 1962. Alors c'est toujours les mêmes méthodes. Déjà en novembre 1978, Boumedienne tombe malade, rien ne filtre à l'époque. Certains comme vous s'en souviennent autour de cette table, malgré encore votre jeunesse. Le chef de l'État, à l'époque, est transporté en urgence dans un hôpital moscovite pour être opéré officiellement. C'est ce qu'on annonce au peuple algérien. Il est en voyage pour une visite de travail et d'amitié. Ça va durer 6 semaines. Toujours le même procédé pour aller vite. Abdelaziz Bouteflika au Val-de-Grâce, début mai 2013, un AVC et l'absence totale d'un bulletin médical. Vous en avez longuement parlé ici sur cette chaîne. Rebelote, idem, je vous le disais tout à l'heure, pour Tebboune, absent, disparu depuis 3 semaines. Aucune information réelle, des petits bouts de phrases comme ça, par-ci, par-là. Aucune information réelle, mais surtout cohérente, vérifiée, honnête et intègre. D'autres secrets donc engendrés par un pays corrompu, malheureusement laissé à l'abandon. Aucun système donc potable, aussi bien dans l'éducation. Il y a encore quelques semaines, on avait du mal à trouver les chiffres de ces écoliers. C'est toujours difficile pour nous, les journalistes, d'avoir des informations. Dans la santé, on voit qu'aujourd'hui, on tourne autour de 350 cas de la Covid-19 pour un pays qui compte près de 44 millions d'habitants. Et bien évidemment, aucun chiffre sur l'emploi. Vous me le disiez tout à l'heure, Jamaldine, aucune statistique, pas de chiffre sur le chômage. Même le chef de l'État est incapable de nous donner ces informations. Alors pour terminer, un peuple qui à la fois est ignoré de toute information et qui malheureusement reste interdit de toute spéculation ou encore d'hypothèse. Une armée, un chef d'état-major, vous allez en parler ce soir, qui s'immisce de plus en plus dans la politique, même s'il disait dans le cadre d'une conférence de presse il y a quelques semaines au New York Times qu'il ne faisait pas de la politique, et encore aujourd'hui il intervient, il intègre de plus en plus les médias. Alors conséquence, des inconnus qui suscitent, Jamaldine, des peurs, des angoisses. À quoi doit s'attendre l'Algérie demain? Qu'en sera-t-il demain? Et à quel avenir doivent s'attendre surtout les Algériens et les Algériennes? Merci Chaban. Et justement, au moment où Chaban nous parle de ce culte du secret, de cet hermétisme, de cette façon d'occulter l'information, y compris la statistique, au point où le chef de l'État lui-même ne connaît pas le véritable taux de chômage du pays. Mais dans le même temps, donc, où on se tait totalement sur tout ce qui concerne les Algériens,
Il n'y a que l'armée, censée être la grande muette, qui s'exprime, qui ne fait que parler, qui c'est une véritable pie. Elle n'en finit plus de parler. Et d'ailleurs, elle vient d'initier un séminaire, tenez-vous bien, en collaboration avec le ministre de l'Information. Séminaire, écoutez bien le titre, hein. Je vais lire quelques titres tout à l'heure de conférence, vous allez m'en dire des nouvelles. Alors, le titre du séminaire, le rôle des médias nationaux dans le renforcement du franc interne et faire face au plan hostile visant l'Algérie. D'ailleurs, même sur le plan de la formulation, vous avez vu comme c'est totalement incorrect, hein. Je répète. Hein. Séminaire, donc, le rôle des médias nationaux dans le renforcement du front interne et faire face au plan hostile visant l'Algérie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'armée se réintroduit-elle de façon aussi visible, aussi tonitruante dans le débat public? Pourquoi essaye-t-elle de faire taire les médias encore plus qu'ils ne se taisent déjà? Et tout le monde sait que les médias algériens sont arrivés à pratiquer une autocensure que personne ne peut imaginer, personne qui ne connaisse l'Algérie ne peut imaginer. Avec ça, voilà que M. Chengreh, nous allons parler, nous allons voir quelques enregistrements où il nous dit non, les médias doivent renforcer leur collaboration avec les autorités, avec le pouvoir pour faire face à un ennemi qui ne cherche qu'à détruire l'Algérie, etc., etc. Nous allons dire des choses tout à l'heure. Alors, Hassan Herj. Je pense que je peux enlever mon masque parce que nous sommes à plus de 2 mètres les uns des autres, pour que les téléspectateurs comprennent bien que là, les risques sont totalement éloignés et que c'est des habitudes qu'il faut absolument prendre. Donc, pour revenir au débat, Monsieur Benchenouf, d'abord, je souscris entièrement, mais alors 100% à votre éditorial. Merci. Qui résume la situation d'aujourd'hui en Algérie, de ce que vivent les Algériens et de ce que sont malheureusement ses dirigeants. Donc maintenant, concernant votre question directement, on peut avoir au moins 2 observations. La première, c'est qu'effectivement, nous sommes dans un système occulte qui fonctionne comme une secte, où on a un gourou et puis ses lieutenants autour, et évidemment, toute communication, toute décision, c'est à sens unique. On ne consulte personne, c'est-à-dire on fonctionne véritablement. Qui serait le gourou en l'occurrence? Le gourou, c'est le chef d'état-major, évidemment. Mais on a l'impression qu'il n'y a plus un seul gourou dans la problématique. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que depuis un certain temps, depuis que l'armée se disloque, malheureusement, quand je dis l'armée se disloque, l'état-major, le haut commandement. Du haut commandement, c'est-à-dire que les officiers ne se font plus confiance, c'est-à-dire que la parano qui était au sein du système et qui était uniquement par rapport au peuple algérien, c'est-à-dire qu'on se méfiait du peuple algérien, qu'on ne lui faisait pas confiance, qu'on ne le faisait pas participer, qu'on ne le consultait pas, qu'on ne demandait pas son avis, qu'on décidait à sa place, etc. Cette paranoïa s'est déplacée à l'intérieur du cercle paranoïaque, à l'intérieur du cercle qui dirige la secte. Donc aujourd'hui, nous sommes véritablement dans un danger national, comme vous l'avez souligné, dans la mesure où tout est mystérieux, tout est régi dans la clandestinité, tout est en sous-main, tout est question de magouille, tout est une question de clan qui va... Mais ils ne se rendent pas compte que le train est en train de filer droit dans le mur, que même dans leur intérêt, il vaudrait mieux agir différemment, de façon plus transparente, essayer de dire la vérité aux gens sur l'urgence des délais qui ne vont pas tarder à nous tomber dessus, sur ces échéances terrifiantes d'une crise économique qui s'annonce déjà. Ils ne sont pas conscients, ces gens, ils croient gagner du temps, alors qu'ils sont en train d'en perdre. C'est extrêmement difficile de faire comprendre à des personnalités narcissiques des dangers imminents qui concernent les autres, parce qu'ils ne s'occupent que de leur propre nombril, ils ne s'occupent que d'eux-mêmes, ils ne s'occupent que de leur petite personne, et chaque victoire,
qu'ils ont vis-à-vis du peuple ou vis-à-vis d'un autre clan ou vis-à-vis d'un autre groupe, qui est en réalité une victoire narcissique, mais pour eux c'est une victoire du siècle, pour eux c'est une victoire extraordinaire, et donc il faut continuer dans ce sens-là, parce que ça nourrit justement cette personnalité de, comment dire, non seulement narcissique, mais en plus paranoïaque, c'est-à-dire tout simplement qu'il faut écarter tout le monde, qu'il n'y a que ça. C'est-à-dire ils n'ont pas seulement le nez dans le guidon, ils ont le nez dans le nombril. Si surtout dans le nombril. Parce que, je vais vous dire, si on prenait les travaux d'un psychiatre américain qui s'appelle Eric Berne, j'aime bien le citer, c'est qu'en fait, ils sont véritablement dans un fonctionnement infantile. C'est-à-dire que des états du moi que chaque personne a en soi, c'est-à-dire en tant qu'adulte ou en tant qu'un état du moi parent, avec toute la morale, avec des règles, etc. Mais il y a aussi la partie enfant chez l'adulte, la partie enfant chez le dirigeant, la partie enfant justement chez les officiers. Et malheureusement, quand on étudie la mentalité de ceux qui sont aux manettes aujourd'hui, ils sont particulièrement dans le registre infantile, dans le registre de l'enfant à qui il ne faut pas enlever la sucette, parce que précisément cette sucette-là fait que justement ça les gonfle, ils existent, ils sont importants, etc. Donc l'argent dont vous parlez tout à l'heure, mais malheureusement c'est l'argent du peuple, parce qu'eux ils ne vont pas manquer d'argent. Voilà, concernant leurs petites personnes, leurs petits soins, leurs petites familles, leurs petits groupes, leur clientèle, etc., le peu d'argent qui devrait aller vers le peuple algérien, vers l'investissement, vers l'industrie, vers les services, etc., ben cet argent-là sera de plus en plus accaparé entièrement par justement ces gens-là, par cette secte-là, par ces personnes qui ne pensent qu'à eux, qui sont de véritables... Qui font joujou avec notre vie, avec notre destin, absolument. Avec notre avenir. Parce que quand on a un dirigeant ou des dirigeants narcissiques, M. Benchenouf, ils ne pensent qu'à leur petite personne, ils ne savent pas ce qui se passe autour. Et c'est très évident. Hein. Voilà. Je vous entendais parler et j'ai l'impression de les voir là, juste en face de moi. Vous les décrivez très bien. Oui. En fait, ce sont de grands, si je peux me permettre, de grands enfants qui font joujou avec tout un pays, avec tout un peuple, et qui se chamaillent entre eux, qui s'arrachent leurs joujou réciproques. Ils considèrent qu'il n'y a pas lieu, justement, de déléguer le pouvoir à d'autres hommes, à d'autres femmes, de déléguer le pouvoir au niveau local, au niveau régional, au niveau wilayal, etc. Mais que tout doit être en leurs mains. Parce que précisément, c'est cette sucette-là dont je parle. C'est-à-dire que ça les nourrit, ça nourrit leur personne. C'est un peu la grenouille qui veut toujours se faire aussi grosse que le bœuf. Donc, elle fonctionne véritablement comme si elle était ce bœuf-là, mais qu'un jour, comme vous l'avez dit, cette grenouille risque d'éclater. Eh ben, nous allons d'abord, avant de donner la parole à Houssine Jidel, nous allons écouter M. Chengueriha. Et je vous demanderai d'être particulièrement attentif, et je vais d'ailleurs vous lire quelques passages, et je m'excuse par avance auprès de nos téléspectateurs de devoir leur infliger ce que je vais leur infliger, des passages de discours ou les thématiques des conférences qui ont été données dans ce séminaire, et vous allez comprendre à quel point ces gens sont coupés du monde, de la réalité, et à quel point la langue de bois est revenue d'une façon absolument extraordinaire. Écoutons M. Chengueriha. لا يسعني في هذا المقام إلا أن أذكركم بأن الدفاع الوطني يتطلب تضافر وتنسيق جهود الجميع أفرادا ومؤسسات بما فيها الإعلام الوطني للتصدي لكل التهديدات والمخاطر المحدقة ببلادنا وضرورة التكيف مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم ومنطقتنا خصوصا
وهذا بالموازاة مع تعميق الدراسات الاستباقية والاستشرافية ووضع الخطط الناجعة الكفيلة بمواجهة أي طارئ يهدد أمن واستقرار بلادنا ومجابهة التحديات الإعلامية التي أفرزتها تكنولوجيات الإعلام والاتصال من مضامين تضليلية ومغالطات وتزوير للحقائق، وذلك بالحرص على تقديم رسالة إعلامية هادفة بناءة توحد وتعزز التماسك الوطني وتدرك حدود حرية التعبير وأخلاقية الممارسة الإعلامية وتجعل من المصالح العليا. Houssine Djidl, même dans les années 70, je me rappelle, quand la langue de bois faisait rage, on n'entendait pas de telles sorties. Écoutez, je le cite, Monsieur Chengria. Tout comme la libération de la patrie, le recouvrement de sa souveraineté et de son indépendance du joug du colonialisme tyrannique, et tout comme la défaite du terrorisme barbare et sanguinaire était une cause pour laquelle se sont mobilisés les plus nobles des fils de l'Algérie, la défense de notre pays, la préservation de sa souveraineté aujourd'hui est également l'affaire de tous, etc. etc. Moi, j'aimerais bien savoir quel est donc cet ennemi dont il nous parle et qui ne cite jamais, qui cherche à nuire à la stabilité et à la sécurité du pays. Quel est donc cet ennemi et pourquoi ne le cite-t-il pas clairement? Moi, avant de répondre à ça, je reviens avec ce que m'a dit notre frère Hassan. Écoutez, ils sont narcissiques, etc. Oui, mais n'oubliez pas que ces militaires n'ont jamais existé qu'à partir de leur caserne, de leurs canaux et de leur tenue. Ils sont dans ça. Le monde se résume à ça. Donc, ce sont des gens dépourvus de toute vision politique. C'est maintenant ils découvrent la politique et le politique. Pourquoi? Parce que la vitrine civile, le peuple a mis fin à cette vitrine civile. Ils sont obligés maintenant de mener le jeu. Ils n'ont jamais mené le jeu. Ils ne savent pas. Ils savent. Il a mis fin à la vitrine par le slogan Madaniya Machi Askaria. Machi Askaria, oui. Donc, pour la deuxième fois, le peuple algérien met fin à cette vitrine avec le refus sanglant de cette mascarade de constitution. Et pourquoi sanglant? Avec 23 falsifiés, ça veut dire 7%. Ça veut dire un rejet total. C'est un gifle. C'est des gifles, je ne sais pas comment un refus avec un coup de pied. Oui. Un coup de pied du peuple algérien. Parce que même les chiites n'ont pas pu mobiliser les gens pour y aller. Et vous savez que le chiffre de 23% a été gonflé. Oui. Parce qu'il y a eu une fraude au niveau local qui est une fraude automatique, au niveau des daïras et des wilayas. Oui. Le vrai chiffre est d'à peu près 9 à 10%. Je dis, selon Saïd Saadi, 6%. 6, c'est bon, Saïd Saadi, oui. 7%, 8%. On fait des calculs, dans les meilleurs des cas, selon ces calculs, les 23%, vous enlevez les votants non, les bulletins nuls, etc. Et vous allez trouver 15%. 15%, vous voulez. Alors, bourrage y compris. Hein. Bourrage compris et chiffre gonflé, vous avez 15%. Si on divise sur 2 pour être un peu moins agressif, on dit 7%. 7%. Et c'est ça la volonté populaire? Pour eux. Parce que le référendum, c'est l'expression de la volonté populaire. Exactement. Mais comme eux, ils n'ont jamais reconnu la volonté du peuple. Ils n'ont jamais reconnu le peuple. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait une volonté politique ou une volonté du peuple pour approuver cette constitution? Pour eux, c'est eux qui décident. L'Algérie, c'est eux. Il n'y a pas un peuple. Comme vous disiez tout à l'heure, par l'uniforme, par l'armement, par les canons, par la force que ça à brutale. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Et c'est pour cela qu'on voit, on voit les militaires, on voit cette politique militariste, c'est-à-dire cette présence des militaires dans la sphère publique. Ils s'intéressent maintenant à toutes les affaires du pays parce qu'ils ont décidé, ils ont dit, écoutez, maintenant,
tout le monde sait que c'est nous qui gouvernons. Bah, qu'on prenne la responsabilité claire et nette. Et qu'on consacre ça dans ce texte qu'on appelle Constitution. Tag Fatbag. Mais Hussein, juste après le vote, il y a eu des informations qui nous sont parvenues, qui ont été même reprises par un journal en ligne à Algérie Part. Alors, c'est comme ça qu'on dit, Algérie Part ou Algérie Part. Alors, ils se sont rendus compte, vous savez qu'ils ont envoyé les militaires voter à l'extérieur, dans les bureaux de vote civils. Et ils les ont envoyés voter 2 à 3 fois. Chaque militaire a voté 2 ou 3 fois dans des bureaux différents. Mais ils n'ont pas pu réunir le nombre parce qu'ils étaient obligés d'encadrer Alger et les grandes villes. Oui, mais donc, le problème, ils n'avaient pas. Le problème n'est pas là. Le problème. Et c'est pour cela, mais attendez, des images. Justement. D'abord, les Algériens n'ont pas vu dans leur télévision des bureaux de vote remplis. On a vu que des bureaux de vote vides. Et quand ils étaient un tant soit peu remplis, c'était des militaires qui avaient le même âge, qui étaient tous habillés de façon sportive, qui couraient. On voyait que c'était des militaires. Mais le problème qui s'est posé, qui a été donc rapporté par Algérie Plus, mais pas seulement, il y a eu d'autres. Algérie Part. C'est que tous ces militaires, qui sont des conscrits, c'est des appelés, tous ces militaires, parce qu'on ne leur a pas laissé le choix, ils étaient obligés de voter, de présenter la carte de vote estampillée à voter. Donc, qu'est-ce qu'ils ont voté? Ils ont tous voté bulletin nul et non. Partout, dans les bureaux de vote, où il y avait un vote militaire, c'est non et nul. Et ça a alerté le haut commandement qui a convoqué une réunion d'urgence. Pourquoi? Parce que si les jeunes conscrits se sentent plus proches du Hirak que de leur haut commandement, ça pose problème. Demain, s'ils sont obligés de donner la troupe contre le peuple et que les jeunes appelés risquent de basculer du côté de leur peuple, ça pose un gros problème. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont en train de s'agiter dans tous les sens. Non, je pense que non, c'est pas ça, c'est pas uniquement ça. Parce qu'ils savent bien que ce qui les fait agiter, c'est qu'ils n'ont pas pu mettre fin au Hirak. Et que le peuple algérien, il a donné au Hirak une nouvelle vie, un nouveau souffle, à partir de le boycott massif, clair, qui a coincé ces militaires. Ils n'ont même pas pu falsifier ni les vidéos. Le peuple les a pris en dépourvu. Ils n'ont pas prévu ça. Ça veut dire, d'après vous, le Hirak s'est exprimé à travers le boycott. Exactement. D'accord. Je suis totalement... C'est ça. Mieux que ça, c'est le rejet. C'est plus que le boycott. C'est plus que le boycott. C'est le rejet. Oui, quand je dis le boycott, ça veut dire du point de vue électoral. C'est le rejet. Parce que, comment peut-on expliquer? Ils ont mobilisé leurs relais. Le Falan, le RND, Hams, etc., Nahda, Jaballah, je ne sais pas quoi. Ces gens-là, ils n'ont pas pu mobiliser même pas leur base. S'ils avaient une base. Et là, c'est la preuve que ces partis-là n'ont jamais existé. Leur existence au sein du Parlement, etc., ce sont des quotas. Donc personne ne peut prétendre avoir une représentativité en Algérie puisque vous n'avez pas pu même pas mobiliser vos militants autour d'une participation avec non. Donc pour moi, c'est ça le plus important. Les militaires, là, ils sont dans une situation incroyable. Parce que Hassan parlait du gourou et du secte. Il n'y a plus de gourou. Le dernier gourou, c'était Gaïd Salah. Ils n'ont plus de mécanisme de décision. Il a parlé de gourou au pluriel, il me semble. Oui, les gourous, il y en a partout. Il y en a partout. Mais je veux dire qu'ils n'ont plus un mécanisme de décision. Ce sont des clans qui s'affrontent et qui règlent leur rapport de force à travers la rue. Et c'est pour cela beaucoup d'Algériens, de toute tendance, ils ont bien compris que les incendies ne profitent qu'à qu'un clan qui voulait mettre en difficulté l'autre clan et qu'ils règlent toujours, ils ont toujours réglé leurs problèmes de rapport de force dans la rue. On a vu les massacres de 97. Voilà. On a vu en 2001, avec la Kabylie, quand il y avait un problème entre Bouteflika et l'état-major. En 97, entre Betchine et les dafistes et tout ça. À chaque fois qu'il y a un problème au sein du commandement militaire,
C'est la rue, on utilise la rue pour régler ce problème. Et là, ils n'ont pas pu faire ça. Pourquoi? Ils sont totalement rejetés par le peuple. Et ce discours, c'est un discours des années 50. Ça se voit. Attendez, mais non, mais ça se voit. Ça se voit quand vous avez un président qui ne sait pas s'exprimer. Vous avez un premier ministre de Birnos. Vous avez un ministre qui parle d'un sacro domaine ou double six vidéo et dire créer le djadj. Mais quand vous n'avez plus ni militaires ni civils qui savent s'adresser aux gens, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez chercher dans les archives. On doit parler pour dire qu'on existe. Et qu'est-ce qu'on va dire? On ne peut pas innover. Nous n'avons pas le personnel. Nous n'avons pas la vision. Nous n'avons ni personnel, ni vision, ni légitimité, ni argent, ni rien rejeté par le peuple. Qu'est-ce qu'on fait? On va creuser dans l'archive des tyrannies, des dictatures. Et vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure. Quel est cet ennemi et pourquoi ne le cite-t-il pas? Non, je vais revenir à vous dans un petit instant avec la même question. Alors? Très honnêtement, M. Benchenouf, il faut vraiment que nous, on prenne un peu de distance. Oui. Les ennemis qu'ils s'inventent, c'est vraiment le comportement d'un paranoïaque. C'est-à-dire, c'est quoi un paranoïaque? Un paranoïaque, c'est celui qui s'invente des ennemis, c'est celui qui se croit toujours agressé. Peut-être qu'il cherche à faire peur aux plus naïfs d'entre nous, en agitant l'épouvantail roulant. Ils savent très bien que personne n'y croit. Je vous dis personnellement... moi, je connais des gens qui croient, on les rencontre dans les réseaux sociaux. Oui, Israël, le sionisme, bien sûr, ça. Mais parce qu'ils sont aussi parano que ces militaires-là, qui nous inventent justement des ennemis. La réalité, c'est qu'un comportement narcissique et paranoïaque, c'est qu'on ne voit rien d'autre que des ennemis imaginaires qu'on s'invente. Et en plus, M. Benchenouf, à partir du moment où il n'y a pas un brin de confiance entre eux, que chacun épie l'autre, chacun essaye de constituer un dossier sur les agissements de l'autre, chacun essaye de trouver une faille chez l'autre. Donc, ce comportement-là, depuis des décennies, a fait que ça a créé une espèce de psychose à l'intérieur du commandement militaire. Et aujourd'hui, non seulement à l'intérieur, il fonctionne comme cela, et pour un moindre petit truc, on peut vous éliminer du jour au lendemain, mais c'est qu'en plus, ils utilisent ce fonctionnement vis-à-vis de leur peuple, parce qu'ils ne savent pas, comme dit Hossein, ils ne savent pas faire autrement. Alors, il y a Adel Jabbar qui nous attend, mais Hassan, oui. Je vais vous donner un exemple. Ils passent leur temps à faire, parce qu'eux, ils ne peuvent pas le dire officiellement, parce qu'ils ont leurs amis français sont là, ils ne comprendraient pas qu'on s'en prenne à eux ouvertement. Donc ils font dire à leur relais, dans les réseaux sociaux, dans les discours du local, Firança, ou le Kada, la France qui manipule le Hirak, ceci et cela, alors que tout le monde sait qu'une certaine France, je ne dis pas l'État français, parce que nous avons déjà eu suffisamment d'ennuis en tant que chaîne de télévision. Vous vous rappelez le Maghrébia, comment elle a été pas censurée, chassée de Telsat sur l'intervention du régime algérien, alors que tout le monde, tout un chacun sait qu'une certaine France protège ce régime. Elle lui permet de blanchir son argent ici en France. La France est devenue la plaque tournante du blanchiment d'argent qui est pillé aux Algériens. La France est devenue l'endroit où il abritent leurs bobonnes, leurs engences, leurs enfants, leurs villas, leurs fortunes. Mais ils tiennent ce discours à la ado, il dit la ado français. Mais comment peuvent-ils aller aussi loin dans la manipulation en 2020 avec un tel discours et une telle langue de bois? Oui. Je reviens, allez-y rapidement. C'est la langue de bois, comme dit Hossein, à laquelle on assiste à peu près depuis une cinquantaine d'années. On voit très bien Chengueriha quand il prononce son discours, et c'est la même chose pour le précédent. Il a un visage complètement figé.
Il n'y croit pas lui-même. Il n'y croit pas du tout. C'est vraiment glacé. Il essaye de prendre un accent oriental. Si vous avez remarqué, ce n'est pas avec un accent algérien qu'il lit le texte, mais il essaye de donner une soi-disant solennité en adoptant un accent étranger, etc., qui n'a absolument rien à voir avec l'accent algérien. Et cela montre véritablement leur désarroi. Ils sont dans une situation incontrôlable. Et ils font feu de tout bois. Voilà, et donc ils vivent au jour le jour, à la petite semaine. En croyant gagner du temps. Ils croient non seulement gagner du temps, mais ils croient qu'ils vont mobiliser à l'intérieur des casernes, parce que comme le dit si bien Karim Tabou, on assiste finalement à un parti unique, parce que c'est le seul qui a le droit à la parole, oui. C'est le seul qui a le droit à faire des meetings comme il veut, autant qu'il veut, où il veut, etc. Et depuis hier, a donné des ordres directs à la presse. Directs, hein, qui sont cachés. C'était le cas déjà. Oui, tout mais à fait. Mais il le faisait en dessous de table. Voilà. Mais maintenant, là, c'est dans des séminaires. Donc on est véritablement dans un parti unique, et ce parti unique, c'est le haut commandement de l'armée. Alors, pour moi, l'ennemi, ça a été toujours dans le discours des dictatures et des dictateurs qu'il y a toujours un ennemi. C'est la fabrication de la peur qui fait le moyen le plus efficace d'encadrer les foules, de maîtriser la situation. Pour eux, l'ennemi, c'est qui? Dans leur esprit, l'ennemi, c'est le peuple. Puisque c'est ce peuple qui veut nous déloger. Tout à fait. Oui. C'est ça notre ennemi. Mais ils ne le disent pas. Ils parlent maintenant des dangers régionaux. Mais avant de poser la question des dangers régionaux, mais vous étiez où? Vous étiez où pour qu'on arrive à cette situation? Là, j'ai lu, il y a 2 jours ou 3 jours, je pense, à peu près, Mais la société, comment nous savons que la société, dans son immense majorité, sait que ces gens-là lui mentent, que le seul ennemi de la junte, moi je ne dis pas de l'armée, de la junte, des chefs de l'armée, c'est le peuple. Le peuple le sait. Oui. Mais comment parvient-il à tromper une certaine partie, une certaine catégorie de la population ? Alors que les gens voient de leurs propres yeux des généraux milliardaires, des généraux qui ont leur famille à l'étranger, qui avaient le monopole sur un peu tout, M. Semoule, M. Sucre, M. Médicaments, M. Kada. Comment parvient-il avec tout ça à tromper les gens ? La conscience politique, l'éveil politique n'a jamais été le problème de chaque citoyen. Je vous rappelle seulement, Charles Pasqua, qui était un résistant. Oui. Vous savez, il a déclaré une fois, il a dit, en 1943, Deuxième guerre mondiale. Voilà. Il y avait combien de résistants en France? 2500 dans toute la France. Et le reste, ils ont accepté la présence allemande. Je ne pense pas que le chiffre soit vrai, mais enfin... Attendez, ce qu'il a dit, c'est-à-dire, on ne peut pas demander à à chacun d'avoir la même exact. Il y a des personnes, conscience politique. Il y a des personnes qui se nourrissent de la peur. Quand on lui tient un discours de peur, c'est pour ça qu'on lui dit des puissances veulent détruire l'Algérie. Oui. Alors, nous allons juste une image. Très vite, parce qu'Adel Jabbar est en train d'attendre. Oui. Quand on va voir un film d'épouvante, oui. Eh ben, beaucoup de spectateurs s'y croient. Ils croient vraiment qu'il y a lieu d'avoir peur. Et tout est fait pour la musique. Alors qu'il s'agit de cinéma, de théâtralisation, exactement comme la théâtralisation politique qui se passe en Algérie aujourd'hui. C'est très parlant. Alors, Adel Jabbar, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Salam alaikum. Bonjour à vous invités. Un grand bonjour. Merci. Alors, Adel... Oui. Merci. Adel Jabbar, alors... Nous n'allons pas changer de sujet, mais nous allons écouter le professeur Kamel Bouzid, grand professeur qui a eu des responsabilités en, comment on dit, oncologie, c'est ça? Oui, c'est le cancérologie. Voilà. L'oncologie. Voilà. Alors, écoutez bien, ce n'est pas qu'on change de sujet, c'est dans le sujet, mais nous allons l'écouter et vous allez écouter ce que vous allez écouter. Écoutez-le. Le 11 novembre 2020, depuis le 5 novembre,
le nombre de cas Covid positifs parmi le personnel paramédical, de soutien et médical a augmenté d'une manière très importante, au point qu'actuellement, nous avons 6 infirmiers qui sont confinés et 12 médecins. Parmi les médecins, il y a eu 2 cas sérieux, un cas qui a été hospitalisé il y a une semaine et qui a été transfusé, qui va mieux pour le moment, qui s'est apparemment passé le cap difficile. De ce fait, donc, il faut bien comprendre que ce pic est dû, de mon point de vue, et je ne pense pas que je me trompe, en juillet, août, septembre, la situation paraissait relativement maîtrisée puisqu'il y avait 250 à 200 nouveaux cas par jour et il y avait de 7 à 10 décès par jour. De manière totalement irresponsable, les walis ont donné des autorisations de meeting pour la campagne de sensibilisation au référendum du 7 octobre au 28 octobre. Et on a vu sur les différentes télévisions des salles où il y avait entre 600 et 1000 personnes, sans port de bavette, sans distanciation physique. Et donc maintenant, la première semaine qui suit cette farce, maintenant on paye. Alors on a beau jeu maintenant de dire que nos concitoyens sont disciplinés, etc., etc. Ces meetings n'auraient jamais dû être autorisés. Et c'est de la responsabilité des walis, puisque on nous a expliqué qu'on allait décentraliser sur les walis. Regardez maintenant où on en est. Et ceux qui payent, c'est donc mon personnel, mes patients, malgré les recommandations qu'on a faites dès le 7 mars concernant Covid et cancer. Adel Jabbar, nous l'avons passé, professeur Kamel Bouzi, pour montrer que ces gens-là qui agitent la menace étrangère qui ne citent jamais, qui n'identifient jamais, et pour cause. Par contre, les vraies menaces qui ont des répercussions gravissimes, c'est eux qui les provoquent. Et ils s'arrangent pour dire non, non, c'est pas nous, c'est les walis. Hein, ils rejettent sur les plus petits d'entre eux. Mais sinon, Adel Jabbar, donc ce séminaire qui vient d'être organisé par l'armée, je vais vous citer quelques thèmes des conférences, un séminaire auquel a assisté le ministre de la Communication, le chef d'état-major, le directeur général de l'Institut national d'études de la stratégie globale, des directeurs des médias, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de force et de la gendarmerie nationale, les chefs de département, les directeurs, les chefs de services centraux du ministère de la Défense nationale, etc. Alors, je vais vous citer quelques thématiques et quelques titres de conférences au fur et à mesure. Je les citerai au fur et à mesure. Alors, l'un d'eux, animé par le général-major directeur de la communication, de l'information et de l'orientation. Alors, la thématique, tenez-vous bien, hein, c'est l'information au sein de l'armée nationale populaire, défis et perspectives. On se croirait retourner... Alors, Adel Jabbar, qu'est-ce qui se passe pour que l'armée sorte ainsi des bois, qu'elle s'affirme de telle façon, aussi outrancière, aussi visible, à vouloir contrôler directement la presse et à lui demander de s'autocensurer encore plus qu'elle ne le faisait? Non, ce qu'il faudrait dire d'entrée de jeu, c'est que dans une dictature, on ne peut jamais se faire une opinion sur une pensée unique. Et donc, quand les gens essayent de ne pas écouter, de ne pas se soumettre, parce que ça fait 60 ans qu'on est conditionné par la même litanie, le même discours nauséabond, puis la même littérature de bas étage. Aujourd'hui, les Algériens, surtout la nouvelle génération numérique et digitale, a d'autres sources d'information. Elle sait où aller chercher l'information, donc elle a définitivement tourné le dos à cette dictature, à ces discours, etc. Moi, personnellement, j'ai lu quelques bribes du concentré de nauséabond qui a été fait par la Pravda locale, en l'occurrence la PS, et puis j'ai constaté que si le chef d'état-major sort de façon outrancière, permanente et régulière
pour nous casser les oreilles avec ces histoires, ça veut dire qu'il y a une grosse panique à bord. C'est un appel à l'aide. Ils sont complètement démontés et détruits par les réseaux sociaux au point où ils ne se gênent plus. Ils viennent d'ouvrir encore 2 trous de leur ceinture pour demander aux puissances étrangères que les opposants algériens qui n'ont que Facebook et un ordinateur leur font extrêmement mal, au point où, selon certaines informations, ils auraient demandé au ministre français de l'Intérieur qui était en visite récemment de leur livrer les gens qui leur font mal. En l'occurrence, un blogueur qui est une véritable star des réseaux. Je citerai son nom, je ne me retiens pas, Amir Dezer en l'occurrence, et d'autres qui sont à Londres, qui sont en France, qui sont au Canada, etc. Donc c'est un appel à l'aide. Il me rappelle paradoxalement la fuite en avant de Jalad quand il a été interpellé par un citoyen qui criait à l'aide, qui souffrait. Et puis ce premier sinistre a tourné le dos comme un lâche, comme le font tous les dictateurs, et il s'est enfui avec sa horde de bandits, de sous-fifres. Il était venu visiter 2 arbres calcinés ou une forêt calcinée, et puis il est venu en convoi. C'est comme s'il allait en mariage. Ces gens-là n'écoutent personne. Comme le disait si bien Hassan Hirsch, ils fonctionnent comme une secte satanique, sauf que cette secte-là, elle est atypique parce qu'elle n'a pas un seul gourou. Donc elle n'est pas monocéphale. Elle a plusieurs gourous et c'est le gourou qui a les dents le plus longues qui va s'imposer avec sa meute au détriment de l'autre meute pour la neutraliser. Moi, je dirais une chose. Ce Shangri-Hala était dans les comparaisons paradoxales, comme on fait en psychologie. Il est en train de nous démontrer que plus la jupe est courte, plus elle vaut cher, alors qu'il y a moins de tissu. Donc, ce qui leur fait très mal, c'est que les gens ne leur accordent absolument aucune attention. Oui, mais Adel Jabbar, quel besoin ont-ils de vouloir museler davantage une presse qui ne dit rien? Elle ne dit rien, la presse algérienne. Elle ne dit rien sur la vérité des choses. Je vais vous donner un exemple tout simple. Au cours de cette semaine, il y a eu 2 scandales concernant 2 ministres. Une voiture d'un ministre qui a été pris dans l'Ouest chargé de drogue. C'est dans tous les réseaux sociaux. Le fils. Non, la première affaire, ce n'est pas le fils. C'est un chauffeur de ministre qui avait de la drogue dans sa voiture. Une voiture officielle. Et une autre affaire, celle du fils du ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement, qui aurait été pris avec une grosse quantité de drogue. Et gardé à vue. Monsieur Belhamel. Ah bon, il se pourrait que ce soit vrai. Il se pourrait que ce ne soit pas vrai. Ils n'ont pas démenti. Ils n'ont pas démenti. Lui-même, qui est concerné directement, puisque c'est son fils, il n'a pas démenti. Puisque ça a fait des ravages. Il sait très bien démentir quand il s'agit des critiques portées contre le régime. Absolument. Or, ils n'ont pas démenti. Et cette presse qu'ils veulent encore museler sur ces affaires-là, qui sont banales en fin de compte, puisqu'elles se sont banalisées. On rappelle aussi que le fils du président de la République a été mis en prison pour une affaire de cocaïne, 701 kilos, vous imaginez. Alors, cette presse-là qu'on veut museler davantage n'a rien dit sur ces affaires. Donc pourquoi vouloir museler? Pour qu'elles disent ce qu'ils veulent. Oui, mais elles disent ce qu'elles veulent déjà. Non, mais qu'elles fassent ce que Shangri-Ha veut dire maintenant. Les mensonges attribués au peuple, attribués aux hirakistes, ça va devenir la fonction et la mission de ces organes de presse. C'est-à-dire maintenant, on va vous donner ce que vous devez Je rajoute juste un mot par rapport à ça. Avant, on demandait à la presse de se taire. Maintenant, on demande à la presse de parler, de porter la voix de son maître. De son maître. Voilà. Adel Jabbar. Moi, j'avoue que cette réponse de Hassan Hirsch, ils veulent peut-être amener la presse à collaborer pour dire les choses. Il n'y a pas de presse libre dans une dictature. Ou tu te soumets ou tu te démets. Voilà. C'est une presse qui a été caporalisée depuis le temps. On a eu un peu de liberté dans les années 90. Même sous Bouteflika, la presse était un peu libre.
au point où le régime dictatorial se gargarisait de déclarer que nous avions la presse la plus libre du monde arabe, entre guillemets. À un moment où le monde arabe, il n'y avait pas encore Al Jazeera, il n'y avait pas encore les quelques organes un tant soit peu indépendants, j'allais dire, un tant soit peu libres, un tant soit peu, je reste mesuré. On l'a vu avec les cas des journalistes qui ont été incarcérés. Le dernier d'entre eux, le plus célèbre, parce qu'il a été le plus médiatisé, quoique je n'oublie pas les autres, même ceux qui ont été incarcérés pour des délits d'opinion, on lui a dénié le statut de journaliste, alors que ce Kedeboun-là a été interviewé par ce brillant jeune journaliste, Khaled Draouni. Ce ministre de la Communication, entre guillemets, a été lui-même interviewé par ce journaliste. Donc il ne peut pas y avoir une presse libre. Sachez une chose, c'est que dans une dictature comme aussi ignorante que celle des Algériens, ou celle de cette armée-là, excusez-moi, je suis un peu déstabilisé par ce téléphone. Oui. Donc, je disais que dans une dictature comme ça, inculte, brutale, violente, agressive, ils n'ont qu'une chose en tête, c'est de véritables psychopathes qui considèrent qu'ils sont chez eux, que le pays leur appartient et qu'ils n'obéissent et ils ne respectent. Mais Adel Jabbar, il y a quelque chose qui dérange, j'allais dire, le bon sens commun. Ces gens-là, à la limite, ils auraient encore le fameux matelas financier dont ils disposaient il n'y a pas longtemps et qu'ils se permettraient ce genre de folie furieuse, j'allais dire. On comprendrait. Mais maintenant, ils n'ont plus de marge. Ils sont au bord de la faillite, au bord de la cessation de paiement. Ils ne vont pas pouvoir continuer d'acheter la paix sociale. Nous allons au-devant de graves événements socio-économiques. Et ils perdent leur temps à faire des choses pareilles. Il faut que vous compreniez une chose. N'essayez pas de comprendre un psychopathe ou un malade mental. N'essayez pas de rentrer dans sa tête. C'est de la perte de temps et d'énergie. Il faut vous constituer une force de dissuasion qu'il respectera. Ces gens-là ne croient qu'à la force. Pour eux, Nietzsche appelait ça la morale de l'esclave. C'est-à-dire que les gens les plus faibles, qui n'ont recours qu'à l'éthique, à la morale, à la religion, aux valeurs humaines pour se défendre, c'est des gens qui ne se font jamais écouter. La meilleure preuve, c'est que plus les gens sont pacifiques, plus les gens lâchent du lest, et plus ils redoublent de férocité. Ils ne croient qu'à la force. La seule possibilité pour nous de nous en sortir est de cesser de vouloir les comprendre et de nous dresser comme un seul homme, en millions dans la rue, de façon permanente. Quand ils verront la force, c'est des lâches. Ils vont reculer et ils vont se mettre à vouloir discuter. Mais tant et aussi longtemps que nous laissons quelques intrépides d'entre nous sortir dans la rue, crier Madaniya Mosh Askaria, se faire ramasser, se faire tabasser et se faire emprisonner, et nous nous octroyons le droit par acquis de conscience comment dirais-je, de nous indigner et de rentrer à la maison, ça ne marche pas, cette histoire-là. Cette dictature-là ne comprend qu'une chose. Le peuple, quand il était dans la rue, à coups de millions, de façon permanente dans la rue, qu'est-ce qui s'est passé? بخلصوا في بعضهم اللي هرب واللي حاكم كرشو واللي يحاول يجري pour sauver sa peau, sa sale peau et sa tête. Il le fait. Aujourd'hui, les choses sont en train de se... Restez avec nous, Adel Jabbar. Alors, je lis encore quelques titres de ces interventions. Inutile de citer les messieurs, les professeurs et autres généraux et autres colonels qui ont animé ce séminaire, mais écoutez un peu les titres de ces interventions. Rôle des médias dans l'ancrage des valeurs nationales, la déclaration du 1er novembre comme référence. Les défis des médias nationaux face à la dynamique des menaces sécuritaires. Le rôle du discours médiatique dans la mobilisation de l'opinion publique à l'effet de renforcer la défense nationale et conforter la cohésion du front interne. Tout ça, c'est un titre.
l'information au sein de l'armée nationale populaire comme modèle. Comme modèle. Vous imaginez, hein? Si on a le Djeish La comme revue El modèle, Djeish. on est mal barré. Alors, la régulation de l'activité de communication et son rôle dans la consolidation de la souveraineté nationale. Et la sécurité et la défense nationale à la lumière de l'évolution des technologies de l'information et de la communication, menaces et enjeux, etc., etc. Et donc, c'est incroyable. Dans cette diarrhée verbale, il y a je ne sais pas combien de fois le mot menace. Oui. Et la question que vous posiez à M. Adel Djebbar, qui a été brillant dans sa réponse, j'apporte juste un complément. C'est que autant la force de dissuasion par rapport à la presse, il y a quelques mois seulement, et pendant toutes les années passées, la force de dissuasion, c'est celle de l'argent. C'est-à-dire, c'est la publicité. Voilà, vous ne dites pas ceci, vous dites cela, De etc. la persuasion. La persuasion. La dissuasion, c'est la fermeture. C'est les deux. Comment Oui. dissuader, comment carotte et le persuader. bâton, quoi. Voilà. Avant, c'était la persuasion, Ouais. maintenant, c'est la dissuasion. Ouais. Et elle s'opère par le bruit de bottes. C'est pour dire, voilà, la menace dans le pays, la menace ceci, etc. Donc, messieurs les journalistes, vous êtes menacés. La moindre incartade, eh ben, il se passera ce qui s'est passé déjà avec les Drarni, avec plein de journalistes que l'on connaît, etc. Eh ben, justement. Nous sommes effectivement dans une situation qu'a décrite Adel Djebbar, qui est malheureusement une situation de dictature où la presse est muselée, où les citoyens sont muselés, où ils profitent justement de la Covid-19, de la pandémie, parce qu'ils savent que le peuple algérien ne sort pas, ou sort de façon sporadique et de façon partielle dans certains quartiers, des jeunes qui risquent malheureusement leur vie, etc. Mais ils savent très bien que le jour venu, le peuple algérien ne laissera plus faire cette junte-là. Et vous m'amenez à la question que je voulais poser, Houssine Djedel. Et la presse dans tout ça? Justement, cela suppose que cette presse, elle est écoutée, elle est lue, elle a un impact sur les Algériens. Mais personne ne lit cette presse. Mais pourquoi on s'adresse à une presse qui n'a aucun... Personne ne lit cette presse. Attendez. Je dis l'impact de cette presse. Le peuple algérien sait que c'est une presse contrôlée, muselée, qui ne dit pas la vérité. Il l'a vu. 10 millions dans la rue, on ne dit rien, ni en télé, ni à part quelques journaux, et qu'on sait maintenant de dire. Donc pourquoi s'adresser avec un tel discours à cette presse qui n'a pas d'impact? Pour moi, c'est le discours d'existence. Cette armée, elle n'a aucun autre moyen d'exister. Elle n'a pas, comme vous dites, la mallette, elle n'a pas d'argent. Elle doit exister, elle doit imposer encore sa... Mais dans ce cas, pourquoi imposerait-elle ses propres vies à travers une presse que personne ne lit? Non, le discours, il s'adresse au peuple algérien, il s'adresse aux hirakistes. C'est-à-dire, nous sommes là, et on donne les ordres, et on veut ceci, et on veut cela. Ça veut dire, à travers ce discours martial, ce discours militariste des années 50, des années 60, ils essaient de cacher une faiblesse vis-à-vis de l'Hirak. Ils doivent prouver leur existence. C'est nous qui contrôlons la situation. Et c'est pour cela qu'on vous ordonne, on vous demande, on vous met en garde. Il y a les menaces, toute la lexique des années 50, menaces, intérêt national, je ne sais pas, ennemi extérieur, sécurité, stabilité, c'est la même chose. Oui, mais Houssine, je suis d'accord avec vous de façon relative. C'est vrai que cette presse... Donc, M. Tebboune nous dit, nous avons 139 titres qui sont parfois d'une liberté absolument scandaleuse qu'on ne peut pas faire taire, etc. En vérité, vous savez que la statistique de la presse écrite, ça se compte par rapport à la population adulte. Ce n'est pas comme la télé ou la radio qui se compte par rapport à la population. Donc, dans la réalité des choses, la presse, dans son entièreté, tout tirage confondu, elle n'est même pas consultée par 10% de la population adulte. Même pas, hein. Tout tirage confondu. Ça veut dire que c'est très très peu
par rapport à la télévision, par exemple. Mais l'un dans l'autre, il y a quand même des journalistes qui sont à la hauteur, qui essaient de s'imposer. La preuve, c'est qu'ils ont été en prison et qu'ils sont encore en prison. On n'a pas dit ça. On ne parle pas des journalistes collabos ou qui font semblant d'être dans l'opposition. Alors il ne s'adresse pas. Chengueriha ne s'adresse pas à des journalistes comme Dramé. Ouais. Il s'adresse à des gens qui sont à ses ordres. Mais ceux-là, ils sont, comme vous l'avez dit vous-même, ils ne sont écoutés par personne. Et même cette affirmation de l'armée qui dit nous sommes là, nous sommes là. À ce que je viens de dire. Oui. C'est-à-dire, pourquoi ce discours? Ce discours uniquement pour dire qu'on existe. C'est nous qui on est les patrons. Non, on est les patrons, on existe. Nous, les militaires, on contrôle la situation. C'est nous sommes les maîtres de jeu. Le rapport de force, il n'est pas dans la rue. Il n'est pas au Hira qui nous a désavoués, qui nous a chifflés, qui nous a... Et d'ailleurs, dans les thèmes et dans la partie de discours de Chengueriha, il a dévoilé ça aussi. C'est que le Hira qu'il a montré à quel point les Algériens sont capables de défier ce régime qui ne maîtrise plus la situation parce qu'il ne maîtrise plus les médias ni l'information, puisque les Algériens s'informent ailleurs et ils prennent ce qu'ils veulent ailleurs. Juste un mot pour compléter ce qui vient d'être dit. Même si la presse écrite, la presse audiovisuelle, télévision, radio, c'est en main de l'État. Voilà, ça c'est clair. Du régime, on préfère dire. Oui, enfin du régime, exactement. Ouais. En main de la junte, voilà. Qu'elle soit privée ou nationale. Maintenant, il y a une presse qui leur échappe et qu'ils interdisent. On a vu comment toute la presse électronique qui leur fait peur et qui est celle-là par contre est lue, celle-là par contre elle influence, celle-là par contre elle a effectivement une force de frappe. Oui, mais il la verrouille. Radio M, par exemple, ou Maghreb émergent, ils sont verrouillés. Oui, je ne me souviens plus. Même le TSA. Oui, mais bon, à un certain moment, il était censuré. Déjà, le seul journal en Tamazirt Terrant, tout de suite, parce qu'ils ont vu qu'effectivement, il y avait une liberté de ton immédiate, hop, ils ont trouvé le prétexte qu'il fallait écrire en lettres arabes et pas en lettres latines, etc. En réalité, c'était de la censure. Donc, il y a cette presse-là. Il y a surtout les réseaux sociaux qui sont en train de réchapper. Cette presse-là électronique, c'est celle-là qu'ils menacent. Adel Jabbar, sur cette presse qui, finalement... il y a très peu de choses à dire en vérité, puisque soit comme le dit Hossein Jidel, elle ne représente rien, elle ne dit rien, il ne s'adresse même pas à elle, il ne cherche même pas à la verrouiller puisqu'elle l'est déjà en fait, ou alors le peu de presse qui arrive un temps soit peu à s'exprimer, peut-être sert-il de caution à ce régime lui-même pour dire à l'étranger, regardez, nous aussi, on a une presse libre, comme ils disent, de certains députés qu'ils tolèrent. Regardez, nous avons des députés qui nous critiquent, on n'est pas aussi noir que vous le dites. Mais finalement, la presse en elle-même, elle ne bouge pas une oreille. Il n'y a pas de presse, il n'y a pas de médias libres en Algérie. Ça, il faut qu'on soit clair sur ce point. Si cette junte militaire a privatisé tout un pays, ses richesses, ses ressources minières, son pétrole, ses banques, ses terres, elle ne peut pas ne pas privatiser, domestiquer, caporaliser des médias. La télévision, la presse dont vous parlez, au rabais qui reçoit son chèque, ses subsides et ses subventions de l'ANEP, je ne sais pas comment elle s'appelle, dont les éditorialistes en chef se trouvaient au Tagarin avec le colonel Fouzi ou Haj Zoubir. Il me rappelle les intellectuels de service. Vous avez des intellectuels de service, ceux qu'on appelle les intellectuels organiques qui sont prêts à sacrifier leurs femmes et leurs enfants pour défendre le général en espérant un os. Il y a les intellectuels à temps plein qui ne font que ce travail. Il y a ceux qui sont à temps partiel, qu'on sollicite pour organiser des kermesses électorales et des scrutins frauduleux. Et il y a ceux dont c'est le métier, c'est-à-dire c'est des gens, c'est des invertébrés qui sont là à se promener avec une brosse pour reluire le langage du général, sans que cela ne lui demande. Ça, c'est la nature humaine. Donc, qu'on arrête
de vouloir expliquer les choses de façon rationnelle. Il n'y a pas de rationalité dans une dictature. Dans une dictature, vous vous soumettez ou vous vous démettez. Ça me rappelle la citation d'un grand propagandiste du Troisième Reich qui disait, quand vous parlez de culture, j'ai envie de sortir mon pistolet et de liquider les gens. Goebbels. C'est Goebbels. Oui. Ouais. Maintenant, pour revenir à ces faiseurs d'opinion, je vais vous renvoyer à un célèbre romancier égyptien, Naguib Mahfoud, qui était un chantre de la littérature, un gros romancier en Égypte. Ce monsieur-là était le servant de Nasser, le servant de la dictature. Il n'a jamais ouvert sa gueule pour dénoncer la dictature. Il a eu droit à tout. Tous les avantages matériels, le diar, les boulots, les reconnaissances, les médailles, les mérites, etc., etc. Il y a des gens qui sont comme ça. Pas loin de chez nous, nous avons des intellectuels de service qui te disent 1000 fois... Alors, nous allons faire un dernier tour de micro. On va essayer de le consacrer à la langue de bois qu'on croyait révolue. Ces derniers temps, depuis qu'il y a les réseaux sociaux, on s'est dit, ces gens-là, ils vont comprendre que cette langue de bois qu'ils parlent, non seulement eux, ils n'en ressentent pas comment dirais-je, la saveur, la nuance, mais que les gens n'y comprennent rien. C'est des mots pour rien. Et pourtant, elle est bien là, elle est revenue en force. Je vais vous citer. Est-ce que vous savez que maintenant, la nouvelle constitution, vous savez comment elle s'appelle, selon la revue LG? La constitution de 1er novembre. La constitution de novembre. De novembre. Ça y est, elle a été inaugurée. Alors écoutez, avec la constitution de novembre, l'Algérie sera plus solide et ouverte tant elle consacre l'alternance démocratique au pouvoir et assure un changement radical du mode de gouvernance et de ses mécanismes, ce qui provoquera une véritable rupture avec les pratiques du passé qui ont sapé l'autorité de l'État et a été à l'origine de la perte de confiance du citoyen envers ses institutions constitutionnelles, blablabla, blablabla. Et c'est comme ça pendant tout l'édito. Oui. Mais c'est quoi cette langue de bois? Il y a pire que ça. Il y a pire que ça, Djemaldi. Il y a pire que ça. Ça, c'est les militaires, ils sont dans leur rôle, ils n'ont aucun discours, aucune vision. Mais à qui ils s'adressent quand ils... parce que moi, j'imagine que quand j'écris ça, non, mais ils s'adressent à eux-mêmes. Je dessine à quelqu'un. Non, ils s'adressent à eux-mêmes. Le souci des militaires, c'est avant tout, il est interne. Le rapport de force, il est interne. Le premier souci. Le deuxième souci, c'est en rapport avec le Hirak. Le rapport de force militaire, révolution. Et le reste... Non, mais attendez. Hussein Jidel. Moi, si j'étais par exemple, Chenguereha, moi je prends l'éditorialiste qui écrit, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Écrit des choses qui passent, qui puissent nous aider. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? Mais c'est ça le monde de Chenguereha. Ouais. Ce qu'il y a dans c'est ça le monde de Chenguereha. Il ne comprend pas que ça, ce qui est écrit, ça ne veut rien dire. Non, ça veut tout dire pour lui. J'ai dit tout à l'heure, ils existent à partir de leur caserne, de leur canon. Et c'est ça le discours des régimes militaires militaristes. Et s'il s'agit encore d'une génération comme Chenguereha, de 70 ans, plus de 70 ans, donc on tombe dans le scénario. Mais il y a pire que ça. Il y a des gens maintenant il y a des gens qui s'attaquent plus, ils s'attaquent aux Algériens. Dernièrement, on a été qualifiés de terroristes. Oui. Les Mchouhada, les Moudjahidines ont été qualifiés par un serveur. Sansal, oui, dans le quotidien Le Soir. C'est incroyable, vous avez lu ça? Non. Ah, c'est vraiment... C'est effrayant. Vous savez que même les pieds noirs qui ont été en Algérie, maintenant, quand ils parlent des révolutionnaires algériens, des Moudjahidines, ils ne disent plus les terroristes. C'était une guerre de libération. Ils disent les combattants de l'autre côté et nous de ce côté. Il y a une reconnaissance mutuelle. Oui. Eh bien, M. Sansal, il a dit il faut faire comme Bijar et Massu, la bataille d'Alger, comment ils ont réduit les terroristes. Ça veut dire qu'il a cautionné la torture. Ça veut dire il a fait appel à la réutilisation. C'est une, comment on dit, regarde la bataille d'Alger. Il a fait l'apologie de la torture en Algérie. La France a eu, durant la guerre d'Algérie, notamment lors de l'épisode de la bataille d'Alger,
à faire face à ce choix cornélien. Continuer à combattre le terrorisme, la bataille d'Alger, par tous les moyens du droit, etc. Après, qu'est-ce qu'il lui dit? En accordant à l'armée, le 16 mars 1956, en accordant à l'armée des droits spéciaux, 9 mois plus tard, le terrorisme était éradiqué de l'Algérie. Les droits spéciaux, c'était la torture. C'est la question de... Et après, il dit pourquoi pas on n'utilise pas ces droits. C'est-à-dire, maintenant, avec ce régime Mais Sonsal, moi je présume qu'il a fait exprès. Oui, il a fait exprès pour faire revenir mousser à la scène. Ah, mais quand on arrive à traiter les martyrs de l'Algérie de terroristes, il nous a tous traités de terroristes. Quand il fait appel aux Français, il leur dit, avec les islamistes, mais ça c'est un problème. Avec les... il faut rétablir des droits spéciaux. Exactement. La torture. Oui, c'est des gens fous, mais attention, c'est des gens fous. Mais c'est des gens qui ont dépassé toutes les limites. Pourquoi? Parce que nous avons tellement malmené l'Algérie pendant des années. Des années on a malmené l'Algérie qu'il y a des gens qui osent traiter les martyrs et les vrais moudjahidines de terroristes. Et ainsi traiter tous les Algériens. Hassan, est-ce que le fait, c'est un peu une sorte de normalisation? Est-ce que ce régime a fini par normaliser dans sa tête, dans sa perception, que ce que nous sommes en train d'endurer de sa part est la norme, que c'est ça, qu'il n'y a rien d'anormal, qu'il n'y a rien de révoltant, que c'est ça, qu'il faut les laisser payer le pays, qu'il faut les laisser incarcérer ceux qui veulent plus de liberté ou plus de droits, ceux qui aspirent à un état de droit. Oui. Est-ce qu'ils ont réussi à normaliser dans leur tête que la normalité, c'est ça? Je pense très honnêtement que c'est tout à fait ça. Vous avez bien décrit malheureusement la situation. Vous savez, un dirigeant narcissique, il ne peut pas voir la réalité. Il est dans le déni de la réalité. Il se regarde dans le miroir, il est satisfait de lui-même et il pense que toute voix qui va à son encontre, qu'il critique, la moindre incartade, le moindre mot qui ne va pas dans son sens, qui ne va pas dans le sens de gonfler son nombril, qu'on ne lui gonfle pas la gondura, comme on dit chez nous, eh bien, pour lui, c'est un ennemi. Pour lui, ce n'est pas compréhensible. Pour lui... c'est une attitude hostile. Ça ne peut pas être la réalité. Vous savez, en 1980, lorsqu'il y a eu des tortures, lorsqu'il y a eu des emprisonnements, etc., des jeunes, des moins jeunes, quand il y a eu toute la Kabylie qui était descendue, etc. Vous savez, quelques années après, le journaliste Arskait Larbi avait fait un livre avec un certain nombre d'acteurs qui étaient présents dans les événements de 80. Il a interviewé l'ancien DGSN, El Hadi Khdiri. Vous savez ce qu'il a dit, El Hadi Khdiri? Je ne savais pas que le peuple nous détestait à ce point. Donc, vous voyez, c'est vraiment... C'est incroyable. On est dans cette situation de déni. De déni. Et total, de déni total, et c'est le propre du narcissique et du paranoïaque, et en plus le paranoïaque qui s'invite des ennemis. Je suis entièrement d'accord avec Hossein Jidel qui a insisté pour dire que pour cette junte, l'ennemi c'est d'abord le peuple algérien. Après, on reviendra, si vous voulez, sur la langue de bois. Parce que allez-y, parce qu'il reste... Vous avez encore 1 minute, puis Adel Jabbar 2 minutes. C'est tout simplement la langue de bois. C'est une langue préconçue. C'est du prêt-à-porter qui n'a absolument rien à voir avec la réalité. Et elle est là juste pour le théâtre. Absolument pour le théâtre, elle n'a aucune fonction de réalité, c'est juste pour se convaincre soi-même. Adel Jabbar, vous avez le mot de la fin en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Ce que je voudrais dire, je voudrais recommander à tout le monde un excellent livre que j'ai lu dans les années 70, qui s'appelait Le Bréviaire de la langue de bois, qui a été écrit par un Polonais. Vous pouvez le trouver, je pense, sur Google. Vous lisez en diagonale, à la verticale, horizontalement, etc. Dans tous les sens, vous allez retrouver la même litanie. Donc, moi, pour terminer, je vais vous parler comme Shengriha. Je vais utiliser la langue de bois et je serai très curieux de la réaction des gens qui m'écoutent,
pour savoir si ils ont compris quelque chose à ma langue de bois. Donc la langue de bois que j'utilise, celle de Shingriha, elle commence par ceci. Je reste fondamentalement persuadé que, dès lors, sachez que je me battrai pour faire admettre que, par ailleurs, c'est en toute connaissance de cause que je peux affirmer que, je tiens à vous dire ici ma détermination sans faille pour clamer haut et fort que, j'ai depuis longtemps, ai-je besoin de vous le répéter que, etc. Donc c'est ça la langue de bois, c'est d'imiter des phrases incongrues, incomplètes, pour capter l'imagination des gens et ensorceler les gens. Moi, j'appelle ça une cure d'abrutissement pour ceux qui ont des gens pour écouter, qui ont du temps pour écouter ce genre de litanie. Ils n'ont que ça à produire. Pour terminer tout ça, ce qui me choque le plus, c'est l'attitude des officiers supérieurs qui sont censés protéger ce pays-là, qui ont des comportements et des langages corporels d'élèves de première année, avec leur agenda, leur créant un temps austère, très concentré pour écouter les idioties d'un débile mental. Voilà. Merci Adel Jabbar. Hassan, vous voulez dire un demi-mot? C'était pour aller dans le sens un peu ironique d'Adel Jabbar, il a bien raison. La langue de bois. Oui, en arabe, on dit, je crois, l'urat al-khashab. Oui, l'urat al-khashab. En kabyle, c'est intéressant. Parce qu'on dit il s'nbe barayo, la langue du perroquet. Voilà. Alors, je finirai par une citation de M. Shingriha, que je dis sans rire, hein, très sérieusement, et pour voir jusqu'où peut aller la langue de bois, vous voyez. Il est primordial de s'adapter aux évolutions recrudescentes que connaît le monde et que vit notre région plus particulièrement, et ce parallèlement à l'approfondissement des études proactives tournées vers l'avenir, la mise en place des plans efficaces et à même de faire face à tout danger potentiel qui guette la sécurité et la stabilité de notre pays, contrecarrer les défis médiatiques qu'engendrent les technologies de l'information, etc., etc., etc. Pour cela, l'Institut des études géostratégiques globales a été donné à un universitaire très connu, un certain général Djad. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est incroyable, hein. On croirait rêver. Merci Hassan Hirish, merci Houssine Jidel, merci Adel Jabbar, merci Hassan Mouali que nous n'avons pas ouvert, il est en train de faire le bouclage de son journal. Merci à Shaban Qassi, merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Excusez-nous de vous avoir infligé tant de souffrances, c'est comme ça. C'est eux qui veulent, nous on n'est que le relais après tout. Qawala khair, bislama.